Vous savez combien de morts ça fait la cigarette en Suisse chaque année? J'ai vraiment, mais aucune idée. Vous savez combien de morts, vous savez combien de personnes meurent sur les routes en Suisse chaque année? Je pense qu'il y a plus de morts sur les routes que par la cigarette. Eh bien non, c'est le contraire. Il y a presque 10 000 personnes qui meurent chaque année de la cigarette en Suisse, contre 300 environ sur la route. Oui, oui. Ça laisse sans voix. Plus précisément, la route a tué 241 personnes en 2022, alors que la cigarette a tué près de 10 000 personnes en Suisse, selon l'Office fédéral de la santé publique, et plus de 8 millions à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Anne-Marie fume depuis plus de 60 ans. Elle est soignée pour un cancer du poumon. Son mari, également fumeur, en est lui décédé il y a quelques années après une longue maladie. Une épreuve qui hante toujours Anne-Marie. Qu'est-ce qui fait qu'on passe par ça, mais qu'on continue à fumer quand même? Ah, c'est une très bonne question. C'est l'individu qui est comme ça, manque de volonté, comment vous dire, c'est un défaut de la personnalité. On peut évoquer plein de choses, mais c'est réel. Réel, comme la maladie de l'addiction à la nicotine, cette substance dans la cigarette. Cette fameuse nicotine, on la retrouve dans une myriade de nouveaux produits, comme le tabac chauffé ou les cigarettes électroniques, aux parfums fruités et de friandises aux couleurs attractives, qui ciblent les plus jeunes. Enzo et Galiam en connaissent quelque chose, eux qui ne sortent jamais sans leur clope ou leur cigarette électronique. Tu vas voir, le karma, il va revenir vers toi. Ouais, bien sûr. Ça va être trop là. Quand j'ai vraiment, on va dire, commencé à fumer, c'était vers mes 16 ans à peu près. Où c'était suite à une mauvaise influence, on va dire. Où en fait, c'était une amie à moi qui était dans ma classe. Elle m'a fait, écoute, j'ai des puffs où c'est en fait des cigarettes électroniques et puis il y a des goûts. Et puis elle m'a dit, tiens, vas-y, essaye. Et puis j'ai essayé et puis je suis bon, ça va, je suis pas addict. Et puis c'est pas grave, je peux continuer. Et j'ai continué et continué. Après, les cigarettes électroniques, c'était les cigarettes roulées. Après, c'était les cigarettes normales. Il y avait encore les cigarettes électroniques, donc les puffs ou ce genre de choses. Et ça continue, ça continue. Après, je me rends compte que je ne peux plus arrêter. La cigarette en elle-même, c'est pas un plaisir, c'est une habitude qu'on prend le matin. On se lève, on allume une clope, on se rend même pas compte qu'en fait, on l'a dans la main. Et puis, il y a eu des fois où j'allume ma cigarette et puis je m'étais pas rendu compte, puis je l'ai allumée, puis je fais « Ah, mais j'ai pas le temps de la fumer, et puis il me reste encore la moitié, je dois déjà l'éteindre. » Ça pourrit la vie plus que du plaisir. Et pourtant, vous continuez. Malheureusement. Malheureusement. La nicotine. Un piège dans lequel de plus en plus d'adolescents tombent chaque année en Suisse, à tel point que certains professionnels de la santé parlent d'épidémie de consommation de nicotine chez les jeunes. Les géants de la cigarette connaissent depuis longtemps l'effet addictif de la nicotine, comme le montre ce document secret de l'industrie vieux de 60 ans. De plus, la nicotine est addictive. Nous sommes donc dans le business de la vente de nicotine, une drogue addictive. 60 ans plus tard, les nouveaux produits qui ciblent les jeunes contiennent eux aussi de la nicotine et visent exactement la même chose, créer l'addiction. Un danger qui alarme l'OMS. Les géants du tabac font un effort énorme pour rendre nos enfants accros à la nicotine. Alors qu'il y a 10 ans, il n'y avait quasi aucune cigarette électronique, aujourd'hui, il y a 83 millions d'utilisateurs de cigarettes électroniques, dont 33 millions sont des enfants. Ces enfants seront la prochaine génération de fumeurs de cigarettes au tabac également. Nous allons vous raconter comment les géants du tabac ont renforcé leur stratégie pour devenir des géants de la nicotine. Et pourquoi la Suisse joue un rôle central dans ce commerce international de l'addiction.
Aujourd'hui, on aime bien faire la différence entre vapoter et fumer. Pourtant, chez les jeunes, on fait souvent les deux, en même temps. Enzo et Galliam ont 20 ans et 19 ans. La cigarette sous toutes ses formes, dont la puff et la vaporette, fait partie de leur quotidien. Et une grande partie de leur argent de poche y passe. C'est un peu comme les enfants qui aiment les bonbons. Que quand ils voient des bonbons, c'est hop, j'achète. Pour ceux qui ont dépassé 18 ans et qui fument, c'est un paquet de cigarettes, hop là, j'achète. Je sais pas ce que... Dis-moi si je me trompe, mais... Non, je suis d'accord. Surtout que c'est tellement bien présenté que quand on arrive... des cigarettes. Voilà. Puis on se dit, on achète. Voilà, et même pas que ça, il y a aussi les pubs aussi, souvent qui font que parfois mon corps il y va, mais ma conscience elle n'a pas vraiment envie. Difficile de résister à l'appel de la nicotine lorsqu'il est relayé à chaque kiosque, à chaque coin de rue, dans presque tous les magasins et stations-service à travers la Suisse. Les principaux pourvoyeurs de ces produits, comme K-Kiosque, Coop, Denner et Manor, ont refusé ou n'ont pas donné suite à nos demandes de tournage à l'intérieur de leurs magasins. Nous devons donc nous contenter d'une vidéo amateur. J'ai une question. Oui. Vous avez quoi comme goût pour les puffs? Alors, tabaco, raisin, fraise, pêche. Chez ces géants de la distribution, rien n'est laissé au hasard dans la présentation des produits à base de nicotine. Donner l'impression que ces produits sont presque normaux, comme des bonbons, c'est le rêve de l'industrie du tabac. Pour en parler, nous avons dû rester à l'extérieur. Quand on va trouver un paquet de cigarettes électroniques jetables ou de cigarettes combustibles au milieu des bonbons, des friandises, on donne un message semblable. On dit ce produit-là, il accorde du plaisir, ce produit-là, il est pas si toxique, ce produit-là, il est banalisé. Pas si toxique, la nicotine? C'est vrai qu'elle ne tue pas. En revanche, c'est la complice des produits mortels pour les fumeurs. En créant leur addiction, elle contribue à leur empoisonnement, explique le professeur Jacques Cornu, une référence de la lutte contre le tabagisme. Alors c'est un poison, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un poison pour notre cerveau, c'est un poison parce qu'il provoque la perte de liberté d'autonomie, et c'est un poison parce qu'il est malheureusement véhiculé par des substances qui apportent d'autres toxiques qui provoquent, comme on le sait, le cancer, les maladies cardiaques et beaucoup d'autres maladies. On l'a compris, offrir un large assortiment de produits nicotinés fait partie de la nouvelle stratégie des géants du tabac. Mais fondamentalement, il y a 3 types de produits nicotinés à fumer. Le professeur Reto Hauer nous les présente. Donc on a les cigarettes conventionnelles, que tout le monde connaît. On a le tabac chauffé ou le tabac toasté. On a les vaporettes. Donc les cigarettes conventionnelles, on connaît comment ça fonctionne. On prend une cigarette, on l'allume, ça va brûler le tabac, et puis la nicotine va être libérée, puis en même temps la fumée, qui est à l'origine de la plupart des problèmes de santé quand on fume des cigarettes. Le tabac chauffé, on a aussi du tabac, c'est la grande similarité entre les deux. On aura du tabac qui est là caché, qui va être chauffé ou toasté pour libérer la nicotine. Et puis ensuite, on a les vaporettes. Et les vaporettes, elles contiennent du propylène-glycol, la glycérine végétale, et puis des arômes, et surtout la nicotine, pour aussi libérer la nicotine sous une autre forme. De loin les plus toxiques, les cigarettes au tabac combustible tuent un fumeur sur 2 selon l'OMS. Car ce sont les produits contenus dans le tabac qui tuent. Les cigarettes électroniques ou vaporettes, quant à elles, ne contiennent pas de tabac. Elles sont nettement moins nocives et peuvent même rendre service. La cigarette électronique est utile chez les fumeurs qui veulent arrêter de fumer et qui n'y arrivent pas, soit parce qu'ils sont encore un peu ambivalents, soit parce qu'ils sont encore fortement dépendants de la nicotine. Donc oui, chez ces fumeurs-là, la cigarette électronique peut être utile. Par contre, chez les jeunes, il faut vraiment ce principe de précaution, tout faire pour qu'ils ne soient pas exposés à la cigarette électronique, eux qui ne fument pas, pour éviter qu'ils développent une dépendance, une addiction, et que ce soit la porte d'entrée pour après une dépendance à long terme. Le danger de la cigarette électronique pour les jeunes, nous y reviendrons. Intéressons-nous d'abord à ces produits qui permettent de chauffer ou griller le tabac. Chaque grand cigarettier a le sien. Glo pour British American Tobacco,
Plume pour Japan Tobacco International, et le plus connu, IQOS pour Philip Morris International, un produit présenté comme révolutionnaire. Une lame en métal qui, selon Philip Morris, chauffe mais ne brûle pas le tabac, enrobé dans un stick. Contrairement à la cigarette traditionnelle, où la chaleur s'élève à 800 degrés, l'IQOS chauffe à 350 degrés. Résultat, selon le cigarettier, cette affirmation omniprésente dans sa publicité à travers le monde. Brûler une cigarette génère de la fumée et du goudron. Ce n'est pas le cas avec l'IQOS, parce que l'IQOS chauffe le tabac au lieu de le brûler. Ni fumée, ni goudron avec l'IQOS, vraiment? Ces chercheurs ont voulu en avoir le cœur net. Voilà, là on voit bien. La toxicologue Aurélie Berthet et le professeur Reto Hauer ont analysé l'IQOS de Philip Morris grâce à cette machine à fumer. Et là, première constatation. Là, on voit bien, tu vois la fumée. Et on voit clairement, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'il y a de la fumée. Et une fois le stick de tabac entièrement consumé, deuxième constatation. Et du coup, on voit bien que c'est tout noir. Comparé à avant, c'est carbonisé, on le voit clairement, c'est noir. C'est brûlé. Brûlé. C'est pas juste chauffé, comme dit C'est pas juste chauffé, c'est vraiment brûlé. Ces observations font partie d'une étude réalisée par ces chercheurs publiée dans une prestigieuse revue scientifique américaine. L'IQOS produit de la fumée. Et qui dit fumée dit toxicité, selon l'un des auteurs de cette étude, le professeur Jacques Cornu. Là, c'est toujours du tabac qui est manufacturé de manière différente, mais ça reste du tabac. Donc, pour nous, il n'y a pas de doute, ce n'est pas du tout un produit de réduction des risques. Ça, c'est un argument publicitaire. Il n'y a aucune donnée épidémiologique qui nous permet de dire que ça va réduire les risques parce qu'effectivement, il y a toujours du tabac avec des produits cancérigènes, avec des produits qui provoquent des maladies cardiaques et beaucoup d'autres maladies. Les conclusions de l'étude ont profondément déplu à Philip Morris, qui soutient que l'IQOS ne génère pas de fumée et qu'il émet massivement moins de substances chimiques nocives que la cigarette combustible, selon ses propres études. Le cigarettier a refusé d'apparaître face caméra dans notre reportage. Voici sa réponse écrite à l'affirmation selon laquelle l'IQOS émet de la fumée. Cette affirmation est totalement incorrecte et susceptible d'induire les fumeurs en erreur. IQOS ne brûle pas le tabac et n'émet pas de fumée. Mais nous avons réussi à nous procurer un document officiel, strictement confidentiel, de Philip Morris, qui vient contredire cette affirmation. Sa demande d'autorisation de mise sur le marché de l'IQOS à l'Office fédéral de la santé publique en 2013. Dans ce document, le cigarettier utilise le mot « fumée » à plusieurs reprises pour parler des émissions des sticks de tabac de l'IQOS. Analyse de la fumée du stick de tabac. Pour cette demande de mise sur le marché adressée à l'OFSP, l'analyse de la fumée de l'IQOS révèle aussi la présence de goudron. En clair, à l'autorité fédérale en 2013, le cigarettier dit une chose, mais en public aujourd'hui, il dit le contraire. Alors pourquoi donc le mot « fumée » est-il devenu tabou pour le numéro 1 mondial de la cigarette ? Car cela serait en totale contradiction avec la révolution qu'il annonce. Un avenir sans fumée. Notre mission est de remplacer la cigarette avec des produits sans fumée. Et nous devons y arriver aussitôt que possible. Vous avez bien entendu, le numéro 1 mondial de la cigarette annonce la fin de la cigarette. Et il remplacerait ces milliards de cigarettes par des sticks de tabac prétendument sans fumée grâce à la science, à la technologie et à l'innovation. Tout ceci pour un avenir meilleur, sans fumée. Nous avons montré ce spot à l'un des meilleurs connaisseurs de l'industrie du tabac, Pascal Dittelme, économiste de formation et engagé dans la lutte contre le tabagisme depuis des décennies. Ça donne la chair de poule, non? Ouais. On a envie de croire ce qu'ils disent ou...
C'est tellement gros. C'est peut-être... j'ai tellement l'habitude de ce genre de discours. C'est tellement une répétition du cynisme, de l'hypocrisie. Ils essayent de se rendre fréquentables. Oui, c'est un discours, c'est un narratif pour se normaliser, pour dire maintenant nous avons changé, nous avons subi cette grande transformation, nous sommes différents, on va sauver des vies. Alors que, en même temps, Philip Morris, les produits de Philip Morris, en même temps qu'ils parlent, chaque année, tue 1 million de personnes. Chaque année. Sur les 8 millions de morts dus au tabac, la part de ce marché de la mort de Philip Morris, c'est 1 million. Et la personne qui vous parle vend un produit qui tue 1 million de personnes par année. Quel cynisme! Ce cynisme a une longue histoire. Au début des années 50, les géants du tabac prétendent déjà se soucier de notre santé, alors que les cas de cancer explosent. En 1954, les cigarettiers entreprennent une vaste opération de relations publiques pour semer le doute sur ces cancers. Ils publient le Frank Statement to Cigarette Smokers, une déclaration franche aux fumeurs de cigarettes. Une pleine page dans des centaines de journaux. Nous avons à cœur la santé des gens. C'est une responsabilité fondamentale, supérieure à toutes les autres dans nos affaires. Nous sommes convaincus que nos produits ne sont pas nocifs pour la santé. Si on regarde leurs documents internes, ils savaient parfaitement qu'il y avait un lien entre le cancer et la cigarette, le fait de fumer les cigarettes. Ils savaient parfaitement que ce lien était un lien de cause à effet. Et en fait, ça, c'est la déclaration qui a inauguré la plus grande tromperie de tous les temps. Selon les publicités de l'époque, les cigarettes ont des vertus thérapeutiques. Did you say I'll feel better smoking Philip Morris? Yes, you will feel better. And here are the reasons why. In case after case, coughs due to smoking disappear. Parched throat clears up. That is wonderful. À peine croyable aujourd'hui. Depuis, l'image des cigarettiers s'est effondrée. Cette industrie ayant une très mauvaise réputation, elle est toujours à la recherche de se rendre une industrie comme les autres. Ils appellent ça la normalisation. Ils désirent être considérés comme une industrie comme les autres. Mais en fait, quelque part, c'est l'aveu qu'ils ne le sont pas. Comment une industrie pourrait-elle être normale quand son produit tue un consommateur sur 2, selon l'OMS? Nous avons posé la question à Philip Morris International s'il y avait une stratégie pour rendre l'acte de fumer et l'industrie de la cigarette à nouveau normaux. Il n'y a aucun objectif de normalisation du produit ou de l'acte de fumer. Pourtant, encore une fois, un document interne confidentiel de Philip Morris International dit le contraire. Un document de 2014 fixant sa stratégie sur 10 ans, avec un objectif d'une importance capitale, la normalisation. C'est-à-dire redevenir à nouveau normal, à nouveau fréquentable, une industrie comme les autres grâce aux produits à risque réduit. Faire de la normalisation une priorité de Philip Morris et ancrer cet état d'esprit dans l'entreprise. Sous couvert de l'anonymat, un ancien cadre de Philip Morris avait confirmé cette stratégie de la normalisation à nos confrères de l'émission Mise au point. Ça se décline en différentes choses. Normalisation sur la fiscalité. On ne veut plus être taxé comme une cigarette, mais je ne sais pas, comme un produit de lessive. On veut pouvoir faire de la pub plus comme des cigarettes, mais comme une marque de boisson, on veut, etc., etc. Donc c'est ça la normalisation. Pour moi, c'est clairement ça. L'idée, c'est de rendre l'acte de fumer à nouveau cool aux yeux des gens. Un acte stigmatisé ces dernières décennies et qui redeviendrait cool. Il était une fois où la cigarette symbolisait la liberté, l'individualité, la virilité. Come to where the flavor is. Come to Marlboro country.
Ou encore le glamour hollywoodien. Toute une mythologie ressuscitée par les publicitaires aujourd'hui. Sauf que le produit, ce n'est plus la cigarette avec du tabac, mais la cigarette électronique. I get to have a blue without the guilt because there's only vapor, not tobacco smoke. That means no ash, no odor, which also means I don't get the stink eye from others. Des codes repris sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, populaire auprès des plus jeunes. Cette réhabilitation de l'acte de fumer grâce à la cigarette électronique alarme l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle que les géants du tabac commercialisent aussi ces produits. Les géants du tabac font un énorme effort pour rendre nos enfants accros à la nicotine. C'est un vrai danger. Alors qu'il y a 10 ans, il n'y avait quasi aucune cigarette électronique, aujourd'hui, il y a 83 millions d'utilisateurs de cigarettes électroniques, dont 33 millions sont des enfants. Ces enfants sont accros à la nicotine et ils seront la prochaine génération de fumeurs de cigarettes au tabac également. Donc, les cigarettes électroniques peuvent être une passerelle vers la cigarette traditionnelle? Absolument. C'est une perspective alarmante. Un jeune pourrait passer de la cigarette électronique à la cigarette traditionnelle. Les cigarettiers ciblent les jeunes, car on devient rarement fumeur après 20 ans. Conséquence, l'offre destinée aux jeunes pour les produits nicotinés explose. Et ça marche, à tel point que l'association Addiction Suisse parle d'épidémie de consommation de nicotine chez les jeunes. Face à cette nouvelle déferlante de nicotine, les milieux de la santé ont du travail. Direction le cycle d'orientation de Trois-Torrents. Ce matin, les élèves de 13-14 ans suivent un atelier de sensibilisation sur le danger des produits à fumer à base de nicotine. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo? Isabelle Gaucher-Madère est chargée de prévention auprès de Promotion Santé Valais. De plus en plus, les écoles font appel à elle pour ce genre d'atelier centré sur les cigarettes et les puffs, y compris auprès des plus jeunes. Il y a quoi d'autre en plus des couleurs? Qu'est-ce qu'on peut voir ou entendre? Il y a les goûts. Quand tu vois par exemple fraise tagada ou un truc comme ça, ça donne envie de consommer. Et c'est qui clairement qui va consommer justement? Les jeunes. Voire même les enfants. Hein. Parce que c'est clair que fraise tagada ou marshmallow, c'est clairement des enfants qui vont avoir envie de consommer. Laetitia, toi, t'as déjà testé ce genre de truc? Quels arômes? Pastèque et pêche. Enfin, j'ai juste tiré, j'avais pas la mienne, mais j'ai juste tiré comme ça. Pourquoi t'as choisi ces goûts-là? Parce que c'est mes fruits préférés. T'as testé ça et ça fait quoi? C'est hyper bon. Puis après aussi, c'était aussi un peu à la mode, du coup, juste essayer comme ça pour la mode, machin, le style. Et Laetitia, t'as quel âge? 13 ans. Puis quand on parle des puffs alors, on est addict à quoi avec les puffs? Les puffs, les cigarettes? À l'arôme. À la nicotine. À la nicotine. La nicotine, c'est vraiment ce qui rend addict. En plus de la dépendance que crée la nicotine, Isabelle explique aussi les mécanismes psychologiques qui peuvent donner envie à un adolescent de fumer. Essayez de comprendre, mais finalement, derrière ça, j'ai besoin de quoi? Est-ce que c'est pour m'affirmer dans le groupe? Pour m'affirmer vis-à-vis de mes parents? Faire comme si j'étais un adulte? Je trouve que c'est surtout pour être à la mode. On fume pour être à la mode, pour faire plaisir à nos amis, pour être pas différent. Voilà. D'accord. Parce qu'on sait, à l'adolescence, on sait que le besoin d'appartenance, il est très important. On a besoin de faire partie d'un groupe. Appartenir à un groupe, ressembler à un adulte. Ces aspirations des adolescents, les cigarettiers les connaissent intimement. Comme le révèle cette présentation interne de Philippe Maurice datant de 1991, avec au centre la question de l'initiation à la cigarette. Le processus d'initiation établit l'acte de fumer comme une activité de plaisir pour adultes dont l'observateur est exclu. Philippe Maurice International, qui nous répond par écrit, insiste toujours de son côté. Philippe Maurice International a toujours clairement indiqué que les mineurs ne devraient utiliser aucun produit du tabac ou de la nicotine. Nos produits sont destinés à un seul public,
les adultes qui fument. Leur mot d'ordre, c'est « fumer est une décision d'adulte ». Mais ils savent parfaitement qu'en disant ça, c'est incitatif pour les adolescents. Parce que l'adolescent, qui est une sorte de personnalité en construction, ce qu'il veut, c'est devenir adulte. Et tout d'un coup, on lui dit « mais la clé d'entrée du monde adulte, c'est la cigarette ». Cette analyse est confirmée par ce document interne de Philip Morris. Processus d'initiation, deuxième étape, le rite de passage. Fumer est un moyen d'établir son identité d'adulte, de rejoindre le groupe. Cette stratégie valait pour les cigarettes combustibles traditionnelles. On la retrouve désormais aussi pour les nouveaux produits prétendument sans fumée. Quel adolescent ne rêverait pas de ressembler à ces jeunes adultes dans ce film promotionnel pour l'IQOS de Philip Morris? Rappelez-vous, leur promesse d'un avenir meilleur, sans fumée. Eh bien, Philip Morris est allé jusqu'à créer une fondation à coût de centaines de millions de dollars qui se présente comme un acteur de la santé publique qui veut mettre un terme à la cigarette. The Foundation for a Smoke-Free World, la fondation pour un monde sans fumée. Un géant du tabac qui finance entièrement une fondation contre la fumée. Cela peut paraître totalement contradictoire, mais pour l'OMS, c'est encore une ruse pour tenter d'affaiblir les mesures anti-tabac. La Fondation pour un monde sans fumée, quel titre magnifique, n'est-ce pas? Vous pourriez croire que ce sont vraiment des gens qui veulent réduire la consommation de tabac. Mais ils sont entièrement financés par l'industrie du tabac. Et ils publient des études, vous savez, des études scientifiques. Mais après, vous regardez qui a fait ces études et vous vous rendez compte que ces personnes sont aussi financées par l'industrie du tabac. Une industrie du tabac qui fait tout pour redevenir fréquentable. Par des mécanismes plus ou moins occultes exposés par des journalistes d'investigation, les cigarettiers distribuent des millions à des organisations de vapoteurs anti-cigarettes à travers le monde. La World Vapors Alliance, par exemple, sponsorisée par le géant British American Tobacco, ou encore l'INCO, basée à Genève, principalement une fédération mondiale de vapoteurs qui a reçu près d'1,7 million de dollars via la fondation de Philip Morris. Les géants du tabac qui financent des associations qui se présentent comme ennemis de la cigarette. Mais quel est le sens de tout cela? Le fait central ici, c'est que cette communauté de vapoteurs, dans son ensemble, contribue à la normalisation du vapotage, de l'utilisation des cigarettes électroniques et de ce qu'on appelle les nouveaux produits. On voit ça tout le temps dans la rue et ça devient normal. Alors, une fois que ça devient normal et que c'est disponible, les gens pensent que c'est moins dangereux, n'est-ce pas? Ça fait partie des tactiques de l'industrie du tabac. Et bien sûr, vous savez, plus fréquemment vous le voyez, et plus les gens les utilisent, plus grands seront les profits pour les géants du tabac. Du point de vue moral, comment qualifier cette industrie? C'est une industrie qui amène à la mort, par tous les moyens, aucune limite. Le tabac tue encore 8 millions de personnes dans le monde chaque année. Et la cigarette traditionnelle a encore de beaux jours devant elle, quoi qu'en dise la communication de Philip Morris International sur un monde sans fumée. Selon son rival, le géant Japan Tobacco International, qui nous répond par écrit, la cigarette représentera toujours près des 3/4 du volume global de l'industrie en 2035. Et au cœur de ce business international, un petit pays, la Suisse, qui héberge les sièges et usines des géants de la cigarette. Philip Morris International, numéro 1 mondial, qui produit notamment les célèbres Marlboro, a son siège mondial à Lausanne et un centre de recherche et des usines à Neuchâtel. Japan Tobacco International, propriétaire entre autres de Camel et Winston, est basé à Genève, avec un centre de production à Dagmersellen, dans le canton de Lucerne. L'industrie du tabac emploie directement un peu plus de 6000 personnes en Suisse, et les retombées directes, indirectes et fiscales rapportent 6,5 milliards de francs. Une manne qu'on ne veut pas laisser filer, en particulier à Berne,
où les cigarettiers peuvent compter sur des puissants relais sous la coupole. Parmi les parlementaires, les cigarettiers savent qu'ils peuvent compter sur des sénateurs comme Damian Müller, PLR lucernois, vice-président de la Commission de la Santé au Conseil des États. Vous avez aussi parlé beaucoup de liberté de choix, la liberté aussi des consommateurs de fumer, c'est important pour vous? Oui, bien sûr, c'est toujours la préoccupation centrale. Nous ne voulons pas infantiliser les gens, nous voulons les responsabiliser. C'est la question de savoir combien on fume. C'est aussi une décision personnelle. Vous pouvez boire 20 bouteilles de coca par jour, que ce soit sain ou non. Vous pouvez manger 1 kilo de fromage ou 1 kilo de viande. Pardon, mais je pense qu'il est important que chacun puisse décider lui-même de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Il en va de la responsabilité individuelle. Sinon, nous devons interdire la conduite automobile, interdire de faire du vélo. Il y a aussi des accidents. La question est de savoir comment on gère tout ça. Est-ce que j'y suis sensible ou pas? Il s'agit de la liberté et de la responsabilité individuelle. Pour défendre cette opinion, les géants du tabac peuvent aussi compter sur les représentants de la puissante Union suisse des arts et métiers, l'USAM, et son alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée. Ce groupement fédère le commerce des cigarettes, mais aussi les associations des producteurs de vin, des kiosquiers, des casinos, des publicitaires, des hôteliers restaurateurs et même des boulangers confiseurs. Son but ? Empêcher les tentatives de réglementation dans le domaine de la prévention. Son mot d'ordre, la liberté du commerce et de l'individu. Et cela ne s'arrête pas là. La Suisse exporte près de 20 milliards de cigarettes par année. Pour protéger ses exportations, il y a quelques années, en 2012, le PLR neuchâtelois Laurent Favre, devenu depuis conseiller d'État, avait proposé une motion largement acceptée par le Parlement. Son but ? Pouvoir continuer à produire en Suisse des cigarettes à forte teneur en goudron et nicotine interdites en Europe pour être exportées dans certains pays asiatiques et africains. Une problématique, selon la motion, non pas de santé publique, mais de pure politique économique. Merci pour votre soutien. Nous avons voulu savoir où finissaient ces cigarettes made in Switzerland, ultra chargées en goudron et nicotine. Nous sommes au Maroc, le principal marché d'exportation de ces cigarettes. Maintenant, je fume Camel. Pourquoi? Camel Bongo. Le go, ça marche, il est un peu léger. C'est pour ça. Et est-ce que vous savez où sont fabriquées ces cigarettes? C'est la Suisse. Production internationale, made in Switzerland. Switzerland, yeah. Switzerland. Camel, Winston, Marlboro. Les trois grandes marques internationales made in Switzerland ont une excellente réputation ici auprès des fumeurs. Des cigarettes plus toxiques qu'en Europe et en Suisse, et donc interdites à la vente chez nous, car, rappelons-le, elles sont surdosées en nicotine et goudron. Elles sont aussi plus chères que les marques locales. Mais alors, pourquoi les Marocains les préfèrent-ils? C'est la haute gamme, on va dire. C'est comme le chocolat, c'est comme le fromage. Quand vous goûtez, on va dire, du fromage suisse, c'est pas la même qualité comme fromage, on va dire, français ou espagnol. Plus propre et moins de dangerosité là-dedans, on va dire. Au Maroc, près d'un homme sur 3 fume, selon les statistiques officielles. Et le tabagisme continue ses ravages, comme l'observe la communauté médicale. Je me suis installé ici à Meknes il y a plus de 23 ans. Je voyais peut-être un cancer tous les mois, tous les 1 mois et demi. Maintenant, il ne se passe pas une semaine sans que je n'ai 1 ou 2 cancers. Près de 13 000 personnes meurent de la cigarette chaque année au Maroc, selon les dernières statistiques de l'OMS. Les cigarettes suisses, plus fortes en nicotine et goudron, jouent un rôle, n'en déplaise aux parlementaires à Berne, pour qui ces exportations sont une problématique de pure politique économique. Si c'est que l'économie qui a primé sur la santé, c'est grave quand même, hein, c'est quand même grave. L'histoire retiendra que la Suisse a quand même fourgué, si on peut dire, de la saleté aux Marocains. On lui faisait confiance et on a l'impression d'être trahi. Voilà, on a l'impression d'être trahi.
c'est au Maroc de mettre des normes qui ressemblent aux normes européennes. En attendant que les choses changent au Maroc, les cigarettiers suisses continuent leur business. En Suisse aussi, les consommateurs sont dangereusement exposés. Notre pays est le plus permissif d'Europe en matière de publicité pour les produits du tabac. Et la publicité commence dans des endroits que l'on ne soupçonne pas forcément. Ce paquet de cigarettes, c'est pas juste un contenant, c'est vraiment l'emblème d'une marque, comme c'est le cas ici, mais c'est aussi le cas pour les autres. C'est un support publicitaire avec des efforts importants mis par l'industrie du tabac pour les rendre visibles, attractifs. Des formes et des couleurs reconnaissables entre toutes, comme des briques qui constituent un mur. C'est comme ça que les cigarettiers et les distributeurs accrochent le regard pour faire envie et promouvoir leurs produits. On a des murs de tabac, des murs de nicotine extrêmement invasifs, extrêmement massifs, ultra visibles, en particulier pour la jeunesse. Et quel message ça donne quand on voit un mur comme celui-ci, en particulier chez les jeunes? Ça donne la représentation que ce produit est un produit de consommation courante, dont la consommation n'est pas si risquée, est associée au plaisir et puis socialement acceptable, socialement banalisée. La Suisse est l'un des derniers pays en Europe à autoriser cette forme de banalisation et de promotion. En France, voici à quoi ressemble le mur de nicotine. Des paquets neutres d'un triste gris vert, son logo, avec des scènes dégoûtantes. Dans les kiosques et magasins britanniques, les cigarettes sont même cachées derrière un rideau ou une porte, également emballées dans des paquets neutres. Retour au Parlement, où la majorité des élus fait barrage à une régulation plus sévère contre le tabac, comme le paquet neutre adopté au Royaume-Uni ou en France. Une mesure efficace pourtant, qui a fait ses preuves partout où elle a été introduite. Mais la majorité des élus y est hostile, comme l'UDC zurichois Gregor Rutz, président de la communauté du commerce suisse de tabac. Que pensez-vous de l'idée d'introduire le paquet neutre en Suisse comme moyen de prévention? C'est un non-sens total et juridiquement délicat. Il en va de la question de la propriété intellectuelle. La liberté des marques est étroitement liée aussi à la liberté de commercialiser des produits et d'en faire la publicité. Et ce que nous avons ici, c'est en fin de compte une économie planifiée. C'est l'interdiction de faire librement de la publicité pour un produit et nous devons empêcher cela. À l'OMS, le responsable anti-tabac est d'un tout autre avis. Est-ce que les cigarettes sont des produits normaux, comme ces lunettes ou votre iPhone? Sont-elles les mêmes ou différents types de produits? J'argumenterais qu'ils sont différents, parce que ce sont des drogues. La liberté des marques ne s'applique pas ici comme à d'autres produits. Ça, c'est une chose. Ensuite, quant à savoir si le paquet neutre est efficace ou pas, nous avons une multitude d'études qui nous montrent que cette mesure est efficace. Le paquet neutre, ça marche. Et pourtant, en dépit de ce large consensus scientifique, une étude sur le paquet neutre de l'Université de Zurich prétend démontrer le contraire. Selon cette étude, datant de 2014, il n'y aurait pas de preuve que le paquet neutre diminue la consommation. Premier problème, cette étude est entièrement financée par le numéro 1 mondial du tabac, Philip Morris International. Le cigarettier a payé plus de 100 000 francs à l'Université de Zurich. Deuxième problème, nous avons pu voir un document confidentiel, jamais publié auparavant. Temps présent vous le révèle. Il s'agit d'une annexe au contrat, la proposition de projet entre les chercheurs de l'Université de Zurich et Philip Morris. Ce document, Pascal Dittelm a pu l'obtenir en intégralité grâce à la loi sur la transparence. Ça n'est pas de la recherche indépendante. Ce qu'on a ici, c'est une étude de Philip Morris. Et simplement, l'Université de Zurich a été utilisée pour donner son nom, pour utiliser son prestige. Selon une clause de ce document, à chaque étape de la recherche,
les scientifiques doivent prendre en compte le point de vue de Philip Morris et les menaces contre les intérêts de l'entreprise afin d'orienter la suite de leur travail. Nous avons demandé à l'un des co-auteurs de cette étude, le professeur Michael Wolf, s'il avait été influencé par le cigarettier dans son travail. Non, Philip Morris International n'a pas influencé notre recherche. Nous n'avons en aucun cas été limités dans notre indépendance pendant nos recherches. Nous lui avons aussi demandé, aurait-il pu publier l'étude si les résultats avaient été différents? Sa réponse? Oui, bien sûr. Pourtant, la dernière clause laisse planer le doute. La question de savoir si le document sera finalement publié et sous quelle forme sera décidée par Philip Morris International. Ce document, nous l'avons soumis à un éminent expert de l'éthique de la recherche, le professeur de droit Dominique Sprumont. Pour lui, ces clauses sont inacceptables. Je pense que les clauses que vous mentionnez, que ce soit le contrôle sur la démarche scientifique, le contrôle sur les résultats, le contrôle sur la publication, toutes ces clauses-là sont rédhibitoires. Derrière cette stratégie, un seul objectif pour les cigarettiers, semer le doute. Le bénéfice pour eux, c'est de maintenir le doute par rapport à la science dans notre société, ce qui leur permet de maintenir leur commerce, qui est un commerce mortel. Le point important, c'est que la science est basée sur le partage des connaissances et sur un regard critique par rapport à ce partage des connaissances dans l'intérêt commun. Quand on crée ce genre d'études, on crée un doute sur le processus même de la production du savoir dans le domaine scientifique et des conséquences dramatiques. Une tactique vieille de plusieurs décennies, comme le montrent les millions de documents secrets de l'industrie publiés sur ordre de la justice américaine. Dès les années 50, les cigarettiers financent des études pour semer le doute sur le lien entre tabagisme et cancer. Le doute est notre produit, puisque c'est le meilleur moyen de concurrencer l'ensemble des faits qui existent dans l'esprit du public. C'est aussi le moyen d'établir une controverse. Ce qui ne fait aucun doute par contre, c'est que près de 10 000 personnes meurent de la cigarette chaque année dans notre pays et que le tabagisme coûte à l'économie plus de 6 milliards de francs par année. Ce qui ne fait aucun doute non plus, c'est qu'au Parlement, une majorité des élus continue à soutenir l'industrie de la cigarette. Pourtant, une ultime surprise nous attend au terme de notre enquête. Nous retrouvons le sénateur Damian Muller, rapporteur de la majorité à la Commission de la Santé au Conseil des États. À ce titre, il connaît bien les enjeux du tabac. Vous savez combien de personnes ça tue chaque année, le tabac, en Suisse? Oui, mais c'est environ aucune idée, je crois. Ils ont parlé de 300 ou quelque chose comme ça, mais... Vous voulez le dire en allemand peut-être, oui? Oui, bon, le nombre exact, le chiffre exact n'est pas évalué. Les statistiques officielles disent près de 10 000 par an en Suisse. Oui, bon, alors on peut discuter de ça maintenant, si c'est vraiment 10 000 ou pas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est accablant, c'est... Comment est-ce que je peux dire? Moi, je suis... Je suis sans voix, sans mots pour décrire ça. On reste sans voix devant ces parlementaires qui n'arrivent pas à assumer leur rôle de défenseur du bien public, défenseur de la santé de la population suisse, et oser affronter une industrie qui est à l'origine de 9 à 10 000 décès par année en Suisse. Mon mari, il a eu le cancer du fumeur, mais vraiment extrême. C'est une fin atroce. Atroce. Mais atroce. Et en plus, c'est pas un film, c'est réel, vous le voyez. Vous vivez ça. Ça, c'est quelque chose que je voudrais ôter de mon esprit, une femme pareille. Vous en voulez aux cigarettiers? Là, oui. Toutes les campagnes de cigarettes, elles sont quand même basées sur la liberté, le souffle, le cow-boy,
l'élégance. C'est en fait, oui, tout n'est que du mensonge, c'est ça.